Et maintenant, que vais-je faire? Merci Gilbert Bécaud. Effectivement, et maintenant, c'est la question que tout le monde se pose. Et maintenant, que peut faire le Premier ministre Sébastien Lecornu? Ça sera la première des interrogations que nous aurons ce soir. LFI, la France Insoumise et le Parti Socialiste, est-ce qu'ils sont vraiment en rupture? Est-ce que c'est vraiment le divorce? Ou au contraire, à l'approche de certaines échéances électorales, eh bien, le couple pourrait se reformer? Et puis, est-ce que les municipales, vont servir de test, de répétition générale avant l'élection suprême, celle du président de la République, en 2027? Parce que maintenant, je pense qu'elle aura lieu en 2027. On peut le dire. Avec les meilleurs experts de la planète, nous allons parler de tout ça ce soir. Avec Louis Osalter, qui est en lice actuellement pour avoir le prix du livre politique, Les Cendres, La Foudre et les Cendres, aux éditions de l'Observatoire. Donc Louis Osalter, qui est au service politique du Figaro et qui s'occupe plus particulièrement de l'Élysée d'ailleurs. Hein. Il va nous donner des nouvelles de notre président de la République. Julie Ruiz, alors elle, avec elle, vous n'avez aucun secret. Tout ce qui est croissance économique, chômage, toutes les courbes, elle les a en tête et vous saurez tout sur ça. Paul Lovacher, du service politique du Figaro également, et qui s'occupe plus particulièrement de toute la sphère nationaliste, et notamment de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Frédéric Michaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes directeur général adjoint de Opinionway. Et vous allez pouvoir nous éclairer de tous les mouvements d'opinion qu'il y a actuellement en France. Alors Louis, qu'est-ce qu'il peut faire le Premier ministre? Je disais, j'allais dire le président de la République, mais il forme un couple quand même. Hein. Oui, mais vous faites bien de dire le président, en fait. Votre lapsus n'est pas au hasard, parce que ces derniers temps, au fur et à mesure que Sébastien Lecornu essayait de faire passer ce budget, on sentait une certaine impatience à l'Élysée, même plus que ça. Emmanuel Macron aurait bien aimé, par exemple, que Sébastien Lecornu ait recours au 49.3 dès le mois de décembre pour que le 1er janvier, après le réveillon, on ait un budget et qu'on puisse passer à autre chose. Qu'il puisse passer à autre chose, Emmanuel Macron. Puisque là, vous allez voir qu'il va se réemparer de certains dossiers, alors que le débat budgétaire captait à peu près toute l'attention, en tout cas de la classe politique. Et on sent Emmanuel Macron impatient de revenir au centre du jeu. Il est dans la sphère internationale, évidemment, parce que c'est son domaine réservé, c'est les attributions du président, mais que ce soit sur des sujets aussi divers que l'agriculture, le narcotrafic, les réseaux sociaux qu'il veut interdire aux moins de 15 ans, on sent qu'il boude envie pour les 15 derniers mois de son deuxième quinquennat, de se réimpliquer sur la scène nationale. À partir de là, qu'est-ce que ça laisse comme espace au Premier ministre ? Déjà, il doit continuer sa mission qui est la stabilité politique. Donc la satisfaction d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a pas eu de motion de censure, donc il n'y a pas eu de crise politique, donc il n'y a pas eu de nouveaux Premier ministre à trouver, et il n'a pas été obligé de dissoudre l'Assemblée comme il le menaçait. Il le menaçait, mais en réalité, ça n'était pas vraiment son désir. Ça n'aurait pas été d'ailleurs très bon pour lui. Non, ni pour son camp. Et puis on a vu comment ça s'est passé la première fois. Ça ne le réincite pas à réappuyer sur le bouton. Donc Sébastien Lecornu, ça va être l'exécutant de ces affaires-là. Est-ce que, avec quelques textes de loi par-ci par-là, un budget quand même à faire pour 2027, il ne faut pas oublier quand même, il va devoir s'y recoller très vite, et sans doute que Julie en parlera. Mais voilà, ça va être l'homme qui va exécuter ces tâches-là. Est-ce que ça va lui donner le capital politique pour en faire un véritable homme politique, j'allais dire ? Autrement dit, un présidentiable, le mettre dans la catégorie de ceux qui peuvent nourrir une ambition. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais il est certain que le budget, pour lui, c'était le moment où les projecteurs, la pression était sur lui. Il a réussi à s'en dépêtrer à un coût dont on peut discuter pour les finances publiques, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait, Frédéric Michaud, quand on est un couple exécutif où le président de la République ne peut pas se représenter à l'élection présidentielle au terme de la Constitution, quand on est un Premier ministre qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on peut faire dans les 14 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle ? Vous posez très, très bien l'équation et la réponse est évidente, pas grand-chose en réalité. On voit bien que, comme vous l'avez dit, le Premier ministre s'est très bien sorti de cette période et que son sujet était évidemment d'assurer la stabilité politique. D'ailleurs, je suis assez frappé de voir que l'utilisation du 49.3 ne lui a pas porté préjudice dans les enquêtes d'opinion.
Il y a un petit Ce qui était le cas des prédécesseurs. Mais d'abord, il y a un reniement de la parole. Ouais. Je n'utiliserai pas le 49.3, il a utilisé le 49.3. Quand on sait à quel point la parole politique est décrédibilisée auprès des Français, ça aurait pu être un reproche de fond adressé au Premier ministre. C'est absolument pas le cas. Et deuxième élément, utiliser le 49.3 avec tout ce que le 49.3 représente de symbolique. C'est le symbole antidémocratique pour les Français depuis 2023 et même avant. Depuis Manuel Valls, en fait, non? Oui, et puis quand on voit l'impact que ça a eu sur l'image de Manuel Valls, sur la popularité d'Elisabeth Borne, et que là, finalement, ça ne porte pas atteinte à l'image du Premier ministre. Alors pourquoi, d'ailleurs? Pourquoi lui? Précisément parce que ce que les Français placent au-dessus de tout, c'est la stabilité politique. Ah oui. Et donc, d'une certaine manière, tous les moyens sont bons, quoi qu'il en coûte, hein, et on pourra reparler du budget, pour assurer cette stabilité politique. Bon, donc cette parenthèse est terminée. Là, on entre immédiatement dans les élections, dans la campagne des élections municipales. Donc pendant 6 semaines, il ne va pas se passer grand-chose. Ensuite, il y a sans doute une fenêtre entre fin mars et, disons, le 14 juillet, qui peut être un moment d'opportunité politique pour faire avancer les choses, des textes, on pourra en reparler. Et puis après, disons que dès la fin de l'été, on entre en période de pré-campagne présidentielle. Et là, c'est gelé. C'est pas complètement gelé, mais en tout cas, l'élection présidentielle va occuper une place croissante dans le débat politico-médiatique. Il y aura sans doute des espaces pour intervenir, mais s'il y a une primaire de la gauche, comme ça semble se dessiner à l'automne, peut-être une primaire de la droite au même moment, on voit bien qu'on est dans une campagne où l'agenda politique est extrêmement chargé, et quoi qu'en disent tous les premiers ministres en année pré-présidentielle et la volonté d'en faire une année utile, on sait bien que dans les faits, c'est beaucoup plus difficile parce que l'attention de la classe politique, l'attention des médias n'est pas au maximal et que tout le monde est polarisé sur l'élection, a fortiori quand on a une assemblée fragmentée. Composite. Pour pas dire composite comme celle-ci. Oui. Alors Julie, justement, on va recommencer, parce que là, c'est bien gentil, on a eu 3 mois, 4 mois de feuilleton budgétaire, mais ça va recommencer l'année prochaine. Même, oui. Ça a déjà recommencé. Ça a déjà recommencé. J'ai reçu, comme toutes les administrations de tous les ministères, il y a une circulaire que l'administration envoie aux autres administrations en disant voilà, on recommence les travaux pour 2027, mais c'est tout à fait, pour le budget 2027, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Heureusement qu'on ne refait pas un budget en 4 mois tous les ans. Et donc, c'est normal à Bercy de lancer les travaux du budget suivant avant même que le budget actuel soit terminé, enfin soit adopté. Et puis, a fortiori cette année où ça a encore duré un peu plus longtemps que prévu, enfin beaucoup plus longtemps que prévu en réalité, puisqu'on est déjà en février et on va avoir un budget, là les dernières motions de censure c'est ce soir, quelques jours pour promulguer, donc on aura un budget début février, alors que normalement, je vous le rappelle, c'est fin décembre. Fin décembre. Donc ça a déjà recommencé, et puis ça va être d'autant plus difficile de se positionner pour le gouvernement, qui désormais est stable. Il peut espérer être encore là pour essayer de faire adopter le budget 2027. Le problème, c'est que effectivement, en 2027, en septembre, quand commence vraiment la période budgétaire politique et non plus administrative ou simplement gouvernementale, là, tout va être hystérisé. Parce qu'on va avoir des partis politiques, tous, vraiment, le centre, les extrêmes et tout ce qu'il y a au milieu, sur la présidentielle, vont effectivement avoir les yeux rivés sur la présidentielle et donc vont devoir tout défendre bec et ongles non pas pour vraiment inscrire des choses dans le budget, mais tout simplement pour se positionner vis-à-vis du public. Et on risque de repartir avec du 49.3, là, c'est pareil ? Pour tout vous dire, même le 49.3, à l'heure actuelle, alors on ne sait pas du tout quel sera le paysage politique à ce moment-là, qui va se mettre sur la ligne de départ, au centre, qui va porter ce budget, on ne sait pas du tout, donc c'est difficile de faire des prédictions là maintenant. Mais bon, en tout cas, un budget simplement adopté, ça paraît complètement impossible. Adopté à la majorité à l'Assemblée, on voit quand même très difficilement.
Un 49.3, ce serait presque à minima. Est-ce que les ordonnances vont revenir sur la table ? On en a un petit peu parlé là. Effectivement, Emmanuel Macron voulait absolument que ça aille vite, que ça passe vite. Et les ordonnances permettent ça, en fait. Permettent, au bout de 70 jours, de passer un budget. Alors, en force, et dans ce scénario-là, on ne voit pas comment le gouvernement qui activerait ces ordonnances sur le budget 2027 pourrait survivre à ça. Ouais. Surtout à un moment où tout le monde doit se positionner contre le gouvernement, contre Emmanuel Macron, qui ressort très très abîmé de son second mandat, quoi. Alors d'ici là, alors il y a le budget, mais il y a quand même quelques textes qui sont au programme. Oui, en tout cas, Sébastien Lecornu, il avait à cœur de ne pas être juste le Premier ministre qui essaye de faire passer un budget, mais d'inscrire en tout cas son action à la tête du gouvernement dans une continuité, en tout cas dans une forme d'utilité politique. Donc il préparait un texte sur la décentralisation. Un thème qui le tient un peu à cœur. Il a été sénateur, maire de Vernon, et puis il comprend bien les problématiques, en tout cas de gestion de l'administration et de l'État en France. Après, la fenêtre de tir est très très courte. L'Assemblée nationale reste telle qu'elle, c'est-à-dire fragmentée en 3 blocs. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire passer comme texte, à part des textes très très consensuels qui ne provoquent aucune crise politique? Et il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas beaucoup en réalité. Peut-être la décentralisation, parce que le débat politique sur la décentralisation est quand même assez flou et assez gazeux, et qu'il n'y a pas vraiment de forces politiques qui sont ultra jacobines en disant non, il faut un État centralisé du haut jusqu'en bas, et donc on s'oppose à la décentralisation. Donc son seul chemin, c'est un peu comme Emmanuel Macron avec les réseaux sociaux, finalement, c'est trouver des thématiques qui touchent les Français dans leur ensemble et qui sont acceptés par les Français dans leur ensemble, et aussi par les autres forces politiques qui sont à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut faire voter le texte à la fin. Donc, sa capacité politique en tant que chef de gouvernement avec l'Assemblée nationale aujourd'hui, elle est assez limitée. Pour autant, il s'est construit un capital politique. Monsieur Sébastien Lecornu, Premier ministre, et surtout d'autant plus qu'il ne paye pas trop l'utilisation du 49.3. Ouais. Donc la question qu'il peut faire en tant que chef de gouvernement est peut-être dissociable de l'homme politique, de ce que lui peut faire à l'approche de la présidentielle, alors qu'on voit que le camp central, le fameux bloc central, plus divisé que jamais, sans outils pour départager les futurs candidats à la présidentielle, je doute que Sébastien Lecornu, chef de gouvernement, n'ait pas son mot à dire ou une action politique à faire dans ce magma du bloc central à moins de 14, 15 mois, 16 mois du premier tour de la présidentielle. Premier tour de la présidentielle. Il peut avoir une ambition présidentielle ? Oui, à Matignon, ça naît assez vite quand même. Ouais. Ses prédécesseurs sont là. Je vous rappelle que les 2 principaux candidats du bloc central à date sont Gabriel Attal et Édouard Philippe, et tous 2 ont été Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc la loi des séries... et François Bayrou l'a été souvent. François Bayrou, lui, il a été candidat présidentiel bien avant d'être Premier ministre. Il est toujours dans sa tête d'ailleurs, je pense, candidat, pas Premier ministre. Donc vous voyez que l'appétit vient en mangeant. Après, en fait, Sébastien Lecornu, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie de se créer une image dans l'opinion publique très très orthogonale à celle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'était le flamboyant, l'homme qui venait déjà des élites administratives du pays, puis du privé avec son passage par la banque Rothschild. Donc c'était celui qui savait, qui n'avait jamais eu de carrière politique locale avant, et qui, en disruptant, comme il disait, le système politique, est parvenu à s'emparer de l'Élysée. Sébastien Lecornu construit une image qui est totalement inverse. Maire de Vernon à 27 ans, président du conseil départemental de l'Eure, donc le cursus honorum de l'élu local. Très peu d'apparitions médiatiques. Oui. Il fuit les journaux de 20 heures, il fuit les grands canons, on va dire, des passages médiatiques traditionnels. Et puis dans sa posture, vous savez, avec son dos un peu courbé, son visage très grave, son chandail, son panier avec des poireaux sur le marché à Vernon, enfin tout ce qu'il construit en termes. Il ne faut pas être dupe de ça, parce que tout ça est très pensé, et tout ce qu'il construit sur cette image, c'est vraiment l'inverse d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est parce qu'il a le pressentiment qu'après 10 ans de macronisme, au début flamboyant, est devenu arrogant et puis surtout essoufflé en réalité? Est-ce qu'il a le pressentiment que les Français chercheront plus ce type de profil politique que la flamboyance à la Macron période 2017? Je le pense. De là à dire qu'il déjà il voudra et surtout qu'il pourra
assumer une ambition présidentielle. Je rappelle que pour l'instant, c'est celui qui est parti pour éteindre la lumière du macronisme, au risque d'être emporté par l'impopularité d'un président en fin de règne, déjà très impopulaire à l'heure où nous parlons au demeurant. Donc c'est dur à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, il ne se donne visiblement pas pour mission d'animer tout ce bloc central, ce magma en effet qui va de Gabriel Attal à Édouard Philippe, peut-être avec les Républicains, et qui en fait se cherchent tous un candidat pour être présent au second tour. Pour l'instant, c'est pas lui qui fait ce boulot-là. Au contraire, les consignes qu'il donne, c'est de se concentrer sur les derniers chantiers qu'il lui restera avant la présidentielle, même si ça va être des chantiers qui vont être à moitié menés ou pas menés du tout, parce qu'il n'aura pas l'impulsion politique pour faire des grandes réformes, et tout le monde est bien d'accord là-dessus. Ouais. Donc il donne plutôt l'impression de vouloir jouer une carte personnelle, celui du moine soldat, comme il se définit lui-même, en mission jusqu'au bout, au service, dit-il, de l'intérêt général, plutôt que de passer pour le politicien qui fait des combines avec les uns et les autres. Ça pourrait peut-être être payant en termes d'image dans l'opinion publique, Frédéric Michaud nous le dira peut-être, en effet, parce qu'il voudra trancher avec le macronisme qui est apparu arrogant à tant de Français. Non. Si, volontiers. Non, mais moi, je rejoins absolument tout ce qui a été dit. Évidemment, le levier législatif, on voit bien qu'on va faiblement l'actionner, sans doute pour des mesures ou des lois un peu cosmétiques, très symboliques, très consensuelles, comme vous l'avez dit à juste titre. Mais en réalité, aucune loi profonde. Pourquoi ? Parce que après avoir eu pour mission d'assurer la stabilité politique, on peut dire que, et d'ailleurs c'est d'une certaine manière la même mission, la deuxième fonction du Premier ministre, au moins au second semestre, sera d'assurer un débat présidentiel de qualité. C'est ça, ouais. Et donc, ça suppose de ne pas faire trancher des lois, par des lois, si jamais c'était possible dans l'Assemblée actuelle, des dossiers de fond qui doivent être au contraire mis en débat et argumentés par les différents candidats. Donc, on met de côté le levier législatif. Ça n'interdit pas au Premier ministre de devoir potentiellement gérer des crises qui s'imposent à lui. Soit une crise internationale en lien avec Emmanuel Macron. On se rappelle évidemment qu'il a été pendant longtemps ministre des Armées, et que dans le monde tel qu'il est, son expérience est sans doute utile. Je pense aussi au rebond éventuel de la crise agricole, peut-être de la crise en Nouvelle-Calédonie, et puis, par définition, d'autres crises qui sont imprévisibles par nature. Alors lui, il se voit dans un autre rôle, regardez. Mesdames et messieurs les sénateurs, une autre conviction anime ce gouvernement, celle qu'il faut décentraliser, et que cette décentralisation n'est possible qu'en réformant et en repartant de l'État. C'est une conviction forte que je partage avec le Sénat, et en particulier, je le sais, avec son président. Il n'y aura d'ailleurs pas de débat sur le rôle des collectivités sans d'abord parler du rôle de l'État. Un projet de loi sera soumis en ce sens au Parlement avant les élections municipales. Alors Julie, c'est la tarte à la crème, parce que, mais est-ce qu'on fait des économies quand on décentralise ? Ça dépend comment on décentralise. Le problème, c'est que quand on n'a pas de majorité, quand on essaie de plaire au Sénat, qui est le gardien en fait institutionnel des collectivités territoriales, et d'ailleurs il y a aussi des sénatoriales en 2026 qui va encore bloquer le calendrier, en plus des municipales. Donc si on veut décentraliser en faisant des économies, là on va se mettre les collectivités à dos, donc le Sénat à dos, donc tous ceux qui soutiennent les élus locaux au sens large, donc beaucoup de députés, beaucoup de partis politiques qui sont très implantés. Et donc si on veut faire des économies en décentralisant, on ne doit pas s'appeler Sébastien Lecornu et être au pouvoir en ce moment, je pense. Donc ça peut, effectivement, la décentralisation, faire des économies. Je ne vois pas comment, dans la situation politique actuelle, ça pourrait résulter en de véritables économies, il ne faut pas se mentir. Voilà, c'est bien enterré. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe à gauche, parce qu'il y a eu, on va se mettre en situation, il y a eu une intervention publique du secrétaire général du Parti socialiste qui a interrogé beaucoup d'observateurs. On l'écoute.
Alors, est-ce que le Parti socialiste est prêt à s'allier avec la France insoumise au second tour? Je vous pose la question parce que vous n'avez donné aucune consigne de vote lundi en conférence de presse. Vous avez même dit peut-être par endroit. Voilà. Oui, parce que peut-être que par endroit, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez 36 000 communes en France et donc on n'est pas dans un contrôle derrière toutes les candidatures. Mais une chose est certaine, ne tournons pas autour du pot et ne faisons pas semblant. Nous n'avons pas d'accord avec la France insoumise au premier tour et nous avons eu aujourd'hui une rupture claire d'un point de vue politique avec la France insoumise qui passe ses journées à attaquer nos maires et qui n'a qu'une ambition, faire tomber les maires socialistes partout. Nous ne ferons pas d'accord national avec la France insoumise ni au premier tour, ni au deuxième tour, mais ensuite qu'il puisse y avoir à certains endroits des discussions, on ne peut pas tout contrôler. Alors, Paul, c'est assez ambigu. C'est pratique, les municipales, parce qu'on peut dire quelque chose nationalement, et puis localement, on peut faire ce qu'on veut, en fait. Voilà, c'est ça. C'est quand même assez pratique. Après, il y a... ces municipales, elles sont très intéressantes, notamment pour la gauche, parce que ça règle... c'est un peu le troisième tour du combat budgétaire qu'il y a eu entre LFI et le PS. Et ça vient exprimer des stratégies nationales quand même. Ouais. Pour LFI, il faut qu'ils aient des conseillers municipaux, il faut avoir des mairies, peut-être Roubaix, peut-être ailleurs. Il faut en tout cas incarner localement quelque chose parce qu'ils ont une constante aujourd'hui qu'on voit en France, c'est que quand on n'a pas d'ancrage local, on peut être balayé en 10 ans et ne plus exister après. Bien sûr. Ce qui va peut-être se passer avec le macronisme d'une certaine manière. Parce que, qui n'a pas d'enracinement. Voilà, un échec total d'ailleurs dans un papier de Louis récemment, qui exprimait qu'en fait, sans ancrage, un parti peut être balayé au bout de 5 ans et ne plus exister réellement. Donc pour LFI, il y a ça. Ensuite, il y a une nouveauté quand même dans ces municipales-là qu'on voit mais qu'on n'analyse pas encore, c'est la poussée du RN et la capacité du RN à remporter des mairies un peu partout, notamment sur le littoral méditerranéen. Et par exemple à Marseille, qu'est-ce qui se passe si il y a une triangulaire, une quadrangulaire avec LFI au second tour et Benoît Payan qui essaye d'être réélu? Est-ce qu'on oublie, dans ces cas-là, les conflits nationaux? Je pense que Benoît Payan n'a jamais été vraiment dans ces conflits nationaux-là. Ou est-ce que la direction du PS est obligée de laisser des barons locaux assurer une victoire municipale dans des grandes agglomérations? Donc en réalité, le réalisme local vient forcément percuter les antagonismes nationaux. Ce qui est vrai à Marseille est vrai à Paris. Bien sûr, évidemment. D'ailleurs, c'est surtout le second tour de ces grandes villes qui vont être intéressants. Parce que nous pourrions avoir les municipales où les seconds tours se jouent avec le plus grand nombre de candidats jamais connus dans une élection municipale. Pourquoi? Parce qu'il y a un seuil à 10% pour être au second tour. Or, avec la fragmentation politique, vous avez les candidats se multiplient, chacun y va un petit peu avec son drapeau et se dit je vais voir ce que je fais au premier tour, puis au second tour, je négocie. Sachant qu'à partir de 5%, on peut fusionner aussi des listes en vue du second tour. Ce qui fait qu'à Marseille comme à Paris, vous pouvez avoir une quadrangulaire au second tour. Donc, en fait, c'est un peu un premier tour avec moins de candidats, mais ce n'est pas un duel où on a deux adversaires face à face. Et là, en effet... que fait la gauche? Est-ce qu'elle se dit on se divise, on va perdre Paris qu'on a depuis un quart de siècle et en plus Rachida Dati ou un autre candidat de droite va l'emporter? Ou est-ce que effectivement le réalisme local aidant et l'appât de la victoire et de la gestion des collectivités aidant, l'étanchéité, la soi-disant étanchéité entre le Parti socialiste et la France insoumise, est-ce qu'elle va vraiment tenir? C'est d'autant plus important comme question que les macronistes, Sébastien Lecornu, ceux qui ont conclu le budget qui est adopté aujourd'hui avec les socialistes, font valoir qu'ils ont réussi à détacher le Parti socialiste de la France insoumise. Qu'à l'Assemblée nationale, désormais, ils n'ont pas les mêmes votes, que le PS, lui, n'a pas censuré le gouvernement, contrairement à ce que veut faire la France insoumise. Très bien, ça a coûté cher tout ça, ça a coûté la réforme des retraites, 7,3 milliards de surtaxe d'impôts sur les grandes entreprises et surtout une absence quasi totale d'économies budgétaires telles qu'elles étaient prévues. Donc si en fait ce discours a été tenu par des responsables politiques nationaux, mais qu'au niveau local c'est le contraire qui se produit au second tour, parce que finalement des adversaires de gauche vont se regarder entre eux en voyant un adversaire de droite qui pourrait l'emporter, là vous allez voir, il y a fort à parier qu'on va avoir des surprises par rapport aux grandes promesses qui avaient été faites de part et d'autre au niveau national. Surtout que sur le plan des idées, des mesures, notamment sur le front économique, entre ce qui a été voté là, avec la pression des socialistes, on ne voit pas beaucoup de différence entre les socialistes et la France insoumise quand même, non ? Alors, il y a des grosses différences ? Oui, il y a des grosses différences entre ce qui a été demandé
par les socialistes et le programme de la France Insoumise et Feu, est-ce qu'on dit Feu maintenant, le Front Populaire, là il y avait très très peu de différence, pour ainsi dire, c'était un copier-coller. Ce qui atterrit dans le budget, heureusement, en tout cas fiscalement, ce n'était pas, on se souvient, en septembre, on ne parlait que de la taxe Zuckman. Les socialistes sont entrés dans les négociations en disant on veut taxer les riches et on veut les taxer beaucoup, à hauteur, c'était 20 milliards, je crois. Alors après, c'est des chiffres qui ont circulé satellités. Ensuite, ça a été l'ISF. Ensuite, bon, sur ce front-là, ce qui se retrouve dans le budget, ce n'est pas le programme ni des socialistes, ni de la France Insoumise. Et d'ailleurs, la France Insoumise, s'il y avait une taxe Zuckman, on ne sait pas, hein, peut-être qu'ils n'auraient pas censuré, je ne sais pas. Mais surtout, c'est sur les revendications, effectivement, on ne voit pas une divergence folle. Après, ce qui est intéressant, au-delà du budget, c'est une nouvelle approche qui est en train de se développer dans les partis de gauche de comment on traite la question de l'entreprise. Et là, on a vu un bouger assez récent de la France Insoumise elle-même, qui est en train de se positionner un petit peu différemment du réformisme un petit peu classique, traditionnel des socialistes, qui en plus sont tirés au centre par la figure de Raphaël Glucksmann, où là on est l'entreprise. Alors, c'est bien de les taxer pour pouvoir faire des augmentations de la prime d'activité, par exemple, dans le budget, mais quand même, les entreprises, c'est bien pour créer de l'emploi, etc. Donc ça, c'est le réformisme un peu classique des socialistes. Et là, on voit se développer, on voit les ferments d'une nouvelle approche de LFI qui essaie de jouer la fracturation du milieu de l'entreprise et essaie de dire, nous, on veut parler aux TPE, aux PME, aux petites entreprises et contre les grandes multinationales. Et ça, sur le plan économique, ça va être intéressant de voir comment le débat va s'articuler. Ça marche ou pas, ça ? Autour des municipales. Je pense que c'est très récent et je ne sais pas à quel point ça va prendre. Là, c'est vraiment... C'est la stratégie de Marine Le Pen. C'est aussi la stratégie de Marine Le Pen. Qui a changé un petit peu depuis 2022. Et parce qu'il y a des conseillers plus libéraux qui viennent de la droite classique qui maintenant l'accompagnent. Mais c'était la stratégie de dire nous sommes souverainistes, nous sommes défenseurs des TPE, des PME dans... l'environnement souverain national, européen, et face à des énormes groupes qui sont localisés en Irlande ou ailleurs. Mais c'était la stratégie Le Pen. Mais c'est vrai qu'en miroir, ça a changé, puisque là, on a un RN qui fustige énormément le budget 2026, qui contient beaucoup d'impôts, donc 7,3 milliards d'impôts pour les grandes entreprises, en disant que les impôts pleuvent sur les entreprises, etc. Donc ce sont des discours comme ça qui peuvent voyager même très loin sur l'échiquier politique. Il y a une évolution là, Frédéric ? Oui, alors ça c'est évident, hein, ce que vous avez montré là est une évidence. Et d'abord, je pense que ça s'inscrit complètement dans cette volonté d'ancrage local, d'abord pour le Rassemblement national et puis maintenant pour LFI. Plus généralement, on voit bien que les différences idéologiques qui étaient présentées comme étant irréductibles se sont souvent évaporées à la veille des élections. Je pense évidemment aux élections de 2022, aux législatives, avec la création de la NUPES, et puis récemment en 2024. Ce qui était irréconciliable finalement se réconcilie assez rapidement. Donc là, peut-être que ce sera à nouveau le cas dans l'entre-deux tours, et je partage complètement l'avis qui a été exprimé. Le premier tour est décisif. Et ça va amener chacun à avoir des réflexions et des stratégies différentes dans l'entre-deux tours, à la différence que cette fois-ci, derrière les élections municipales, il y a l'élection présidentielle qui arrive très très vite. Et donc, ce sera aussi ces élections municipales, une sorte de test, de validation des différentes stratégies qui vont préfigurer les stratégies des différents leaders de chacune des formations politiques dans la perspective de 2027. Donc on ne raisonne pas uniquement sur le périmètre des élections municipales, qui elles-mêmes comprennent aussi les élections sénatoriales. Il faut aussi s'enraciner pour être présent au Sénat, c'est la stratégie de LFI, mais le raisonnement va au-delà et concerne évidemment l'élection présidentielle. Oui. Alors justement, une petite incidente sur le Sénat, c'est d'autant plus important que ni LFI ni le Rassemblement national
ne figure dans la Haute Assemblée. Pour l'instant, puisque ce qui conditionne les votes des sénatoriales, et il y aura un scrutin en septembre, ce sont des grands électeurs qui votent et en très grande majorité des conseillers municipaux, des maires, des élus locaux. C'est pour ça que ce dont Paul parlait à propos des conquêtes éventuelles du Rassemblement national au municipal de Mars sur l'arc méditerranéen, ça veut dire que ça peut se transformer effectivement en ville, en nouvelle ville gérée par le RN, mais en sous-marin, ça se transforme surtout en grands électeurs supplémentaires pour voter pour des listes RN aux élections municipales, qui en effet, à ce jour, n'a pas de groupe. La France Insoumise la France Insoumise, de l'autre côté de l'échiquier politique, ne s'était jamais vraiment intéressée aux élections municipales. C'est un parti qui embrassait tout par le national, avec une figure nationale qui était Jean-Luc Mélenchon. C'est la première fois qu'elle s'intéresse vraiment au municipal avec une stratégie affirmée et surtout la présentation de têtes de liste un petit peu partout, en tout cas au premier tour, en attendant les négociations dont on a parlé au second tour. Donc en effet, ça peut avoir un impact sur les élections sénatoriales, sachant que là, la représentation au Sénat est quand même assez décalée par rapport à l'électorat. C'est-à-dire que les 30% de RN que vous trouvez dans les intentions de vote ou même dans les élections européennes, vous en avez 3 sièges sur 250 au Sénat. Donc 350, pardon. Donc il y a un décalage de représentation à cet égard, et c'est pour ça que les municipales vont être assez décisives pour le renouvellement de la moitié du Sénat à la rentrée de septembre. Alors c'est très intéressant parce que ces élections-là, municipales notamment, mais d'une certaine façon sénatoriales, vont mettre aux prises des partis qui, pour 2 d'entre eux, sont des partis qui sont forts nationalement mais très faibles localement, et les 2 partis qui sont forts localement sont très faibles nationalement. C'est assez étonnant. C'est-à-dire le PS et les LR sont en pleine perdition. C'est tout à fait ça. Et on voit bien que pour chacun des 2 pôles nationaux dominants, donc LFI et, dans une moindre mesure LFI, mais le RN, il y a l'envie d'aller remplacer c'est ça, hein. L'autre parti, le PS ou LR. Ouais. Et pour la gauche, je pense que même si on voit bien qu'il y a un changement de discours sur le second tour pour garder des villes, il y a quand même derrière la volonté du PS de vraiment à la base ne pas s'associer à LFI parce que c'est de l'entrisme, parce que il y a quand même 2 cultures politiques qui sont très très différentes, même s'ils ont réussi à s'entendre sur le programme du NFP en quelques jours. Et un autre incident sur les rapports entre LFI et le PS, c'est Europe Écologie Les Verts, qui a voulu jouer le trait d'union au niveau national et qui, on voit bien qu'au niveau local, avait eu une mini-vague verte aux dernières élections, et que 2020. Là, l'écologisme municipal va potentiellement s'écrouler quand même. Que ce soit Lyon, Bordeaux, c'est des situations très compliquées. Donc, ça peut rebattre les cartes à gauche, parce que c'est l'ambiance de la gauche, ça a toujours été comme ça, c'est qu'à chaque élection, on réévalue les rapports de force politiques. Et donc, s'il y a le trait d'union est très affaibli, est-ce qu'il est capable de jouer encore le trait d'union à l'approche de la présidentielle? Parce que la grande question qui traverse la gauche, c'est quand même, est-ce qu'on est capable d'avoir une candidature unique ou non? Et si on n'a pas une candidature unique, est-ce que la candidature peut remplacer celle de Jean-Luc Mélenchon au second tour? Voilà, donc c'est toutes ces municipales pour le bloc gauche, avec multifactoriel, va avoir vraiment un énorme impact sur la primaire, sur la capacité des insoumis à y aller vraiment solo ou pas. Effectivement, les élections municipales préfigurent-elles l'élection présidentielle? Il y en a un qui le pense. Sur la censure et une éventuelle dissolution. Jusqu'en 2027, rien ne se passera. Jordan Bardella. Bernanos disait l'espérance et le désespoir surmontés. Donc je désespère de voir l'économie de mon pays sombrer, les Français avoir de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Il va y avoir des élections municipales dans quelques semaines et j'appelle les Français à entamer l'alternance dans leur commune dès le mois de mars pour que nous puissions, avec Marine Le Pen, préparer l'alternance qui aura lieu, je l'espère, dans maintenant moins de 15 mois. C'est son opinion, fort de ces lectures de Bernanos. En tout cas, aujourd'hui, je peux vous dire que ORN, c'est une ville qu'on n'avait pas vu venir, mais parce qu'ils n'étaient pas très sûrs de leur candidat, était moins flamboyant que celui d'avant. Mais il y a une ville qui peut vraiment changer la donne pour la présidentielle 2027, c'est Marseille. Marseille, ouais. Voilà. Ouais. Marseille, Franck Alizio, il n'y a jamais eu de transfuge de LR. Bon, il y a un certain moment quand même, voilà, qui est revenu de loin pour prendre la tête des Bouches-du-Rhône, la fédération, etc. Et tout, a construit une candidature depuis longtemps
Il a monté une petite boutique qui s'appelle d'ailleurs le RPR, qui était localement dans le but de faire venir à lui des élus locaux, LR, des conseillers régionaux, des maires, un peu partout sur l'arc méditerranéen. Ça n'a jamais explosé, mais ça a tapissé un petit peu sa candidature. Et il est en train de faire ce qu'avait fait un peu Louis Alliot à Perpignan, c'est d'être un candidat de droite. C'est ça. En capacité de remporter Marseille. Et si jamais le RN remporte Marseille, pour eux, alors c'était pas prévu à la base, hein, c'est ça qui est assez drôle avec le RN, et bah ça fait péter un plafond de verre, en tout cas pour la présidentielle. Ça, c'est la clair. deuxième ville de France. C'est clair. On ne vote pas de la même façon à des municipales qu'à la présidentielle, c'est sûr. Non, pas nécessairement, mais en revanche, on peut tenir compte des enjeux nationaux dans un vote local, absolument. Là, on a une situation très particulière en raison du calendrier. On n'a pas eu une élection ou des élections municipales aussi proches de l'élection présidentielle depuis 2001-2002. Et à l'époque, les élections municipales de 2001, elles étaient très marquées par la sécurité. Ça avait assuré ensuite, en 2002, le succès de la campagne électorale de Jacques Chirac. 2001, qui est quand même l'année où le Parti socialiste ne remporte pas. Oui, mais l'activisme de Nicolas Sarkozy prend racine, prend sa source en 2001 et assure la victoire, la réélection de Jacques Chirac en 2002. Toutes les élections suivantes, 2008, on est un an après la présidentielle, 2014, c'est à peine le mi-mandat, 2020, c'est la même chose, dans un contexte très particulier. Donc là, on a cet effet de calendrier qui incite tout le monde à considérer que les élections municipales sont une sorte de laboratoire. C'est le dernier test électoral du quinquennat, donc le dernier moment où on peut évaluer les différents rapports de force. Et chacun veut en faire aussi une sorte de crash test de sa stratégie. Alors c'est évident pour certains leaders, évidemment si Édouard Philippe n'est pas réélu au Havre, ça va être, voilà, sa candidature sera très fragilisée, pour le dire de manière euphémisée. Si Bruno Retailleau a un succès très fort et arrive à conserver toute une série de villes, voire à faire basculer des villes symboliques, Nantes par exemple, voilà, ça crée une dynamique. Et a fortiori, si Marseille est emporté, vous imaginez le symbole pour le Rassemblement national. Si Éric Ciotti fait un bon score à Nice, etc., etc. Donc il y a des dirigeants qui individuellement ont beaucoup à retirer ou beaucoup à perdre de ce scrutin. Et puis, chaque formation, on rejoint la conversation précédente, ou va chercher à en faire la démonstration du bien fondé de ses arguments électoraux. Est-ce qu'il faut s'unir avec LFI ou pas ? Est-ce que la gauche socialiste, non LFiste, a de meilleures performances électorales sans LFI ou pas. Et dans toute une série de domaines, pour toute une série de formations politiques, l'enjeu sera de démontrer que ce qui marche à l'échelle locale peut être reproduit à l'échelle nationale lors de l'élection présidentielle. Alors c'est là où on peut dire que l'ancienne majorité, ou en tout cas le bloc central, plutôt en mauvaise posture. Ah bah oui, d'autant que le macronisme municipal n'a jamais existé en réalité. Ça a été un échec dès le début, c'est-à-dire que en 2020, les macronistes n'ont pas du tout profité de l'effet de souffle de la présidentielle. Et il y a aujourd'hui... La plus grande ville macroniste aujourd'hui, c'est Nevers. Alors, j'ai rien contre les habitants de Nevers et la Nièvre, mais c'est un échec pour le parti macroniste, qui est un échec d'implantation. Ils ont voulu en 2020 aller planter des drapeaux partout en pensant que justement il y avait un lien direct entre forme électorale nationale et donc l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 plus les législatives qui ont suivi et résultats locaux. Or, en réalité, c'est déconnecté. Je dirais même c'est peut-être de plus en plus déconnecté. La preuve par ce dont vous parliez. Ce que vous disiez du PS et de LR, qui ont encore des villes qui sont très présentes dans les scrutins locaux, au niveau local, contrairement au RN et LFI, alors que sur le plan national, le premier parti de France, c'est le Rassemblement national en termes de résultats électoraux. Donc je crois qu'il ne faut quand même pas voir dans les municipales une répétition générale de la présidentielle. Ce sont des élections qui ont peu de points communs, à part que ce sont les élections préférées des Français en termes de taux de participation. En 2014, il y a eu une vague bleue, pourtant ce n'est pas la droite qui a remporté la présidentielle suivante. En 2020, plusieurs villes sont tombées dans l'escarcelle des écologistes. Or, il ne me semble pas que les écologistes soient en bonne posture pour l'élection présidentielle qui arrive. Ils ne sont pas en très bonne forme nationale. C'est une élection qui leur correspond assez peu.
Voilà, maintenant c'est vrai, il y a ce décalage de calendrier que vous avez pointé, là on est un an avant, donc ça donnera une ambiance, et puis, comme le disait Frédéric Michaud, je crois qu'en effet, il faudra plus scruter les cas particuliers et symboliques. Bien sûr que si Édouard Philippe perd, c'est un coup d'arrêt, ça rebat les cartes pour la candidature du Bloc central. Bien sûr que si le RN gagne Marseille, c'est un séisme, et que vous aurez... le RN va expliquer que c'est la dernière marche qui lui restait vers le pouvoir, quelque part. Bien sûr que si des maires verts perdent déjà des villes, ça affaiblira encore plus les écologistes en vue de la présidentielle. Mais je n'en tirerai pas des conséquences directes. Je crois que les électeurs font tout à fait la différence entre ces deux types de scrutins. Et je crois aussi que les candidats eux-mêmes localisent énormément l'élection. Comme ils ne veulent pas être associés à tous ces partis qui font n'importe quoi à Paris, et que donc chacun dans sa ville dit « j'ai pas de parti ». Et d'ailleurs, regardez les tracts municipales. Dites-moi si vous verrez des logos de partis sur les tracts. Vous n'en verrez pas. Pourquoi ? Parce que chacun veut se détacher de cette politique politicienne qui souffre d'une très mauvaise image et profiter du crédit qui reste encore, qu'on fait encore aux maires, parce que ce sont les élus de proximité, pour s'afficher comme celui qui est au-delà des intérêts partisans, s'occupe, lui, de sa ville, de ses habitants, de sa localité. Donc, vous voyez, les premiers acteurs eux-mêmes vont vouloir déconnecter les scrutins, et ça va participer à cette localisation des enjeux. Mais on va les scruter de près quand même, parce qu'en plus, le suspense est très étonnant dans beaucoup de grandes villes. On ne sait pas aujourd'hui quels seront les seconds tours. À Paris, à Lyon, à Marseille, on peut avoir beaucoup de surprises. Tout à fait. Alors, il y a quand même, en dépit de ce qu'on vient de dire, est-ce que le Front républicain existe encore, quoi ? Ah, ça c'est la... oui, Ne me dites pas que c'est la tarte à la crème. Non, c'est pas la tarte à la crème. Mais la question c'est plutôt, est-ce qu'il y aura un Front républicain anti-LFI ? Est-ce que le PS en souffrira ? Voilà. De cette volonté potentielle d'alliance au second tour avec un parti qui est en train de devenir le parti le plus infréquentable de France, inquiétant de France. Alors, ce qui est paradoxal pour le RN, qui a souvent souffert du Front républicain, c'est que dans très peu de matchs, en fait, ils vont affronter la gauche au municipal. C'est surtout des territoires de conquête dans les terres de droite. Et donc, le seul cas, c'est Marseille. Mais comme, Marseille, c'est quand même, on peut presque dire, un pays dans un pays, parce qu'il a ses propres règles politiques. Le reste des futures conquêtes sur le bassin méditerranéen, c'est souvent d'aller chercher des maires qui étaient à droite. Mais le vrai sujet pour le PS, et c'est peut-être ça qui peut faire reculer, ou qui peut en tout cas pousser la direction du PS à dire ce qui se passe à Marseille reste à Marseille, ce qui se passe à Paris reste à Paris, et ça ne change rien, parce que voilà, c'est la capacité des électeurs à pousser LFI encore plus à la marge de l'échiquier politique. Oui, bien sûr. Est-ce que la ville de Toulon, qu'on donnait acquise au Rassemblement national, ça a l'air d'être moins évident que ça, hein ? Oui, ça me semble un peu moins évident. On va voir comment les choses se développent dans les jours qui viennent. On a en fait la maire actuelle qui n'a pas été élue, qui est candidate, et le candidat de droite qui est soutenu par l'ancien maire Hubert Falco, qui lui a le soutien de LR, du Modem, de toute la droite locale, qui a récupéré toute une série d'élus locaux, d'anciens membres du conseil municipal, qui est gêné un peu par cette division à droite. Et pour l'instant, c'est la candidate du Rassemblement national qui semble en tirer profit. Mais pas au second tour, hein, si on regarde bien, c'est compliqué. Au second tour, c'est très mitigé, d'ailleurs, quelles que soient les hypothèses. Mais voilà, là, la campagne électorale débute à peine. Toutes les listes ne sont pas dévoilées. Il y a 1 mois et demi de campagne, et le but d'une campagne électorale, c'est d'informer les électeurs des enjeux, des programmes. Et donc, ça transforme l'opinion publique et donc le rapport de force électorale. Il s'agit de Mme Lavalette, qui est députée du Var. Alors, il est l'heure de passer à nos coups de cœur et nos coups de griffe. Julie, on commence avec vous ? Très bien. Moi, mon coup de griffe ira à Emmanuel Macron, carrément. Alors. Puisque, je ne sais pas si vous le saviez, mais depuis le 1er janvier, il n'y a plus de premier président à la Cour des comptes, puisque Pierre Moscovici a démissionné pour rejoindre un poste à la Cour des comptes européenne. C'était pas une démission foudroyante, vu qu'il devait de toute façon quitter ses fonctions dans les mois, les premiers mois de 2026. C'est des mandats de combien ? De 3 ans renouvelables ? Il n'y a pas de mandat, il y a juste une limite d'âge.
qui est de 67 ans 67 plus 1, avec une autorisation du président, ce qui a été le cas pour Monsieur Migaud. Et pour Pierre Moscovici aussi. Ouais. Donc c'était très anticipable. C'était d'autant plus anticipable qu'il a dit en septembre qu'il partirait à la fin de 2025, mais on n'a toujours pas de premier président de la Cour des comptes, alors que la période budgétaire va se refermer, mais les finances publiques ne vont pas mieux. On est toujours au-dessus des 5% de déficit. Ouais. La France est toujours le mauvais élève de l'Europe sur le plan de la dette. Et donc, on tarde alors que c'était très anticipable. Alors justement, est-ce qu'on écoute vraiment la Cour des comptes ? Je pense que la Cour des comptes a un vrai poids dans le débat public. Je le vois parce que j'écris les papiers, je vois qu'ils sont très lus, je vois qu'ils sont très commentés et je vois que ça a un véritable écho. Il y a des questions qui sont posées à l'Assemblée nationale sur la base de ce que dit la Cour des comptes. Donc oui, c'est une vraie voix qui porte et effectivement, là, il n'y a plus de voix pour porter. C'est dommage et c'est un petit peu injustifiable vu que tout était et très pourtant, prévisible. on est toujours autant endetté. Et pourtant, on est toujours autant endetté, oui. Donc, si on les écoutait, on serait peut-être... C'est un signal d'alerte. Voilà. Ça ne change pas non plus les composantes de la vie politique, malheureusement. Ouais. Mon coup de cœur, justement, c'est sur les municipales parce que la campagne a commencé. En tout cas, à Paris, moi, ce week-end, j'ai vu beaucoup de jeunes militants avec leurs tracts qui venaient à la rencontre de moi et des autres passants de tous les partis politiques. J'ai vu un petit peu toutes les obédiences et je trouve ça hyper enthousiasmant, je trouve ça très beau. Et donc, mon coup de cœur va à ces jeunes militants qui s'engagent. Dans une période qui pourrait nous pousser au cynisme. Je trouve ça très émouvant. Eh bien, engagez-vous, militez en tous les cas. Tracté. Paul. Mon coup de griffe, c'est sur un sujet qui plane au-dessus de la vie politique française. C'est possible. Jusqu'en juin, jusqu'à l'été 2000, cet été-là. C'est donc le procès de Marine Le Pen et surtout cette capacité du RN à ne jamais toujours être un peu dans le déni. De toujours dire que Marine Le Pen va être innocentée, etc. Et tout, alors que... On n'arrive pas dans le parti à... Il y a, en tout cas, en fait, ça fonctionne en silo. C'est-à-dire que Marine Le Pen discute avec ses très très proches dans ces moments-là, et donc c'est des discussions qui ne vont pas ailleurs, ne ruissellent pas, comme on dit, vers les autres cadres du parti, et donc il y a une incapacité politique du RN à, en tout cas... proposer un autre chemin, même dire... et donc, c'est quand même assez inquiétant parce que quand le jour où la foudre tombera, ça sera comme en première instance, ça serait très compliqué pour eux. Paul, quel est le calendrier ? Le calendrier, c'est que donc là, de mardi après-midi, il y aura donc les réquisitions qui sont très attendues. Donc demain. Les réquisitions, est-ce qu'elles seront aussi dures qu'en première instance ? Est-ce qu'elles ouvrent la voie encore à l'inéligibilité ? Ensuite, il y aura les plaidoiries. Et l'arrêt de la Cour d'appel est attendu à l'été. À l'été. À l'été, donc c'est-à-dire du 21 juin au 21 septembre. D'accord. Même si le taux dans l'été est plutôt évoqué. D'accord. Alors là, il y a une décision. Et Marine Le Pen a dit qu'au moment de l'arrêt de la Cour d'appel, elle rendra sa décision sur sa candidature à l'élection présidentielle. Si d'aventure l'inéligibilité avec l'exécution provisoire est prononcée... Elle n'attendra pas la Cour de cassation. Elle n'attendra pas la Cour de cassation. Non, elle le fera, elle pourvoira en Cour de cassation pour rétablir son honneur. Mais elle passera le témoin à Jordan Bardella. En tout cas, elle a annoncé publiquement qu'elle passera le témoin à un candidat qui sera désigné à un congrès du RN en septembre. C'est pas nécessairement Jordan Bardella. Suspense. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. D'accord. Coup de cœur. Mon coup de cœur, on en a discuté au tout début de l'émission. Moi, mon coup de cœur, c'est quand même Sébastien Lecornu. Parce qu'il a survécu. Mine de rien, on demande qu'est-ce qu'il allait faire. C'est quand même assez admiratif de ce qu'il a fait. Même si le budget, la réforme des retraites, etc. est loin d'être parfait. Mais je pense qu'il était plus important d'avoir un Premier ministre que d'avoir un très 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 bon budget, en tout cas, pour Emmanuel Macron et pour le Bloc central. Et il a été madré parce que, mine de rien, il a eu une démission de Bruno Retailleau. Il fallait gérer. Je pense qu'il a plutôt bien géré. Il fallait amadouer le Parti socialiste dans ce bloc magmadou, parce que l'arithmétique était là quand même. Je veux dire, il fallait un certain nombre de députés, un certain nombre de voix pour empêcher qu'une motion de censure soit votée, et donc il fallait décrocher des morceaux de blocs et les faire venir à soi. Et il y est parvenu. Et il y est parvenu quand même. Donc, alors évidemment, en face, il voulait aussi y parvenir, il ne faut pas oublier avec le PS. Mais je pense que, chapeau quand même, chapeau l'artiste. Eh bien, c'est dit. Louis Osalter.
Alors, coup de griffe contre la droite LR, la droite traditionnelle, parce que là, en ce jour donc, où nous sortons de 4 mois de débat budgétaire, là, vraiment, s'ils avaient voulu être plus illisibles, c'était impossible. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce que pense la droite, on ne sait plus où ils habitent. Alors non seulement, en termes de débat public, ça donne un président du parti, Bruno Retailleau, contredit sans cesse par le président des députés, Laurent Wauquiez. Donc c'est un animal à 2 têtes dont chacune marche d'un côté contraire, donc on n'y comprend plus rien. Et puis surtout, ça a conduit les députés LR à avaliser un budget qui va quand même à l'inverse du programme qu'ils préconisent habituellement. Donc là, on revient à ce qu'on disait sur la présidentielle, au niveau des offres politiques, de la lisibilité des programmes et des corpus. Ça leur complique quand même énormément la tâche en vue d'une élection présidentielle à laquelle ils ne sont même pas sûrs d'avoir un candidat, parce qu'évidemment, ils ont 2 têtes, voire peut-être plus si d'autres ambitions s'affirment. Donc ça leur complique la tâche. Vous allez me dire, oui, mais attendez, sinon il y aurait une dissolution, il y aurait une chute du gouvernement. Et alors, quelque part, si vous n'êtes pas d'accord avec un gouvernement et que vous êtes un parti politique avec des positions claires, vous le dites, vous le censurez. Je pense en réalité que ces députés LR avaient très peur de retourner devant les électeurs. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, c'était le cas sur la plupart des bancs de l'Assemblée nationale. Il y aurait eu d'autres solutions, comme pousser Sébastien Lecornu à faire un budget par ordonnance sans accepter les exigences du Parti socialiste. Ils auraient pu être un petit peu plus malins que ça pour assurer une crédibilité vis-à-vis de ce qui leur reste d'électorat. Après cette séquence, il reste ne plus rester d'électorat du tout. Et ils l'ont payé d'ailleurs dans une partielle en Haute-Savoie ce week-end, où ils ont sèchement perdu dans une circonscription qui a été remportée par un député, un candidat, d'Éric Ciotti. Et le coup de cœur. J'enchaîne le coup de cœur avec un livre qui vient de paraître, Sa Majesté nomme, c'est fait par un journaliste qui s'appelle Michael Moreau. C'est un livre qui raconte les coulisses des nominations présidentielles. On n'imagine pas le nombre de postes pour lesquels le choix, donc dans la haute administration, dans les établissements culturels, le nombre de postes dont le choix dépend uniquement du président de la République. C'est sur son bureau qu'atterrissent toutes ces nominations. Et ça va vraiment de la Cour des comptes, on attend le retitulaire qu'on n'a pas encore, jusqu'à la présidence du château de Versailles, vous voyez, par exemple, en passant par plein d'administrations centrales. Donc ça reste un pouvoir présidentiel exorbitant, comme le dit l'auteur, qui raconte déjà comment Emmanuel Macron s'est emparé de ce pouvoir encore plus que ses prédécesseurs, et puis comment ça traîne aussi à chaque fois, on le voit pour la Cour des comptes, mais c'est vrai de plein de nominations. Emmanuel Macron, qui se dit maître des horloges, en réalité, il a un petit problème avec la décision quand il s'agit de choisir quelle ou telle personnalité il nomme à tel ou tel poste. Ça prend du temps. Merci. Frédéric Michaud, alors. Alors moi, sur le coup de griffe, j'ai choisi la publication des comptes sociaux de l'INSEE. C'est un peu rébarbatif, mais ça a été publié vendredi. Ça montre que la France est en décrochage pour la 3e année consécutive en termes de croissance. Donc on a une croissance qui baisse, qui est à 0,9, et tout le monde se satisfait d'une croissance qui n'atteint même pas les 1% et qui est en recul depuis 3 années. Et par ailleurs, le PIB français est en deçà de la moyenne européenne. Par habitant. Par habitant. Et on a un décrochage spectaculaire depuis une 50aine d'années. On était au même niveau que l'Allemagne. L'Allemagne nous dépasse très largement. Et la Pologne qui remonte. La Pologne remonte. Même le Royaume-Uni nous rattrape. L'écart avec le Danemark s'accroît. Enfin voilà. Ça montre que sur la longue durée, si on prend un peu de recul sur les crises qu'on a vécues au cours des dernières années, il y a tout de même une longue tendance qui n'est pas très bonne. On en connaît les causes, mais on ne parvient pas à s'extraire de cette tendance négative. Coup de cœur. Alors le coup de cœur est plus culturel, c'est l'adaptation au cinéma du roman de Giuliano d'Ampoli, Le Mage du Kremlin. Que vous avez apprécié. Qui est l'un des plus beaux romans sur la politique. Souvent, les romans sont en deçà de l'intensité de la vie politique. Et ça semble toujours un peu réduit par rapport à ce qu'on peut vivre dans la vie politique en tant que spectateur. Là, c'est pas le cas. On a le même niveau d'intensité politique. Et donc, je suis très heureux de voir ce livre adapté au cinéma. Je crois que l'adaptation est réussie. Donc, c'est une très bonne chose pour faire découvrir la vie politique à tout le monde. Par Olivier Assayas, je crois, le réalisateur. Merci beaucoup, Frédéric Michaud, d'être venu jusqu'à nous. Louis Osalter, Julie Ruiz, Paul Lomaché, merci beaucoup. Merci de vos éclairages.
Et puis, bien, la semaine prochaine, à lundi prochain, pour une nouvelle émission avec, on verra ce qu'on a au programme à se mettre sous la dent. En tous les cas, peut-être un peu moins de budget et toujours autant de bagarres, sans doute, à l'Assemblée nationale, qui nous alimenteront, en tous les cas, pour discuter. Bonne soirée, bonne nuit et à lundi. Thank you.